Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité qui va enfin être récompensée ce soir. Ne vous inquiétez pas, j'ai une surprise pour vous. D'abord, merci de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous savez que nous sommes là pratiquement au 10e épisode. Grosso modo, on devrait en avoir 12 sur cette période préparatoire à l'événement 36 heures pour demain. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, votre fidélité, votre assiduité est ce soir récompensée parce que nous avons retrouvé le professeur Aimé Charles Nicolas. Et n'y voyez aucune subtilité ni aucune coïncidence puisque c'est dans le cadre de l'émission sur le patrimoine archéologique que nous l'avons retrouvé. Après des fouilles intenses, on l'a repéré, on l'a remis à la surface et il est là ce soir. Professeur Aimé Charles Nicolas, merci de nous avoir fait signe depuis, depuis votre sarcophage. Il est là. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très honoré de faire partie du patrimoine historique et artistique. Culturel de la Martinique. De la Martinique. Bon, merci beaucoup. Ce soir, une espèce de suspense vient de s'évanouir. Cet événement, 36 heures pour demain, aura vraiment bien lieu parce que pour tous les gens qui nous disaient que c'est une arnaque, que le monsieur qui est à l'origine de ça n'existe pas vraiment, il est là, vous avez pu le voir et vous allez surtout l'entendre nous raconter évidemment la genèse et puis nous dire ce qui va se passer pour de vrai, pour reprendre l'expression. Alors, à côté de nous, les gens qui ont participé aux recherches, donc Benoît Bérard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je précise que ce monsieur est archéologue. Vous comprenez pourquoi on a enfin retrouvé Aimé, Charles Nicolas. Et puis, là encore, n'y voyez aucun lien, Michel Galette de Saint-Orin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Voilà, c'est lui qui a guidé les recherches du côté du diocèse, l'archevêque. Bon, on n'a pas retrouvé, mais du côté des cathédrales, on ne vous dira pas où, mais Michel a contribué à ce qu'il soit avec nous ce soir. Voilà. Donc, messieurs, félicitations. Vous avez bravé les intempéries et vous êtes présents. Donc on va faire un petit tour de table dans un premier temps pour que vous nous disiez ce que vous faites dans la vie, parce que bien évidemment au-delà de la star qui est à ma gauche, que toute la Martinique connaît tout simplement parce qu'il a défrayé la chronique dans des émissions sur Zouk TV, mais pas que sur Zouk TV, probablement que vous avez une notoriété un peu moins forte. On commence par toi, Benoît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tes spécialités sont lesquelles? Moi, je suis professeur à l'université. Ma spécialité principale, c'est d'être archéologue et d'étudier en gros ce qui s'est passé dans les Antilles il y a 2000 ans. Oula. Donc, il y avait déjà du monde à 2000 ans. Oui, il y avait Rappelons-le déjà du monde. Quand même. Il y avait déjà du monde. Il y avait même du monde il y a 6000 ans dans les Antilles. Mais moi, je travaille sur ce qui est passé il y a 2000 ans et sur comment ces gens qu'on appelait avant les Arawaks, c'est des termes qu'on n'utilise plus, sont sortis du Venezuela et sont venus s'installer dans les îles. Alors, petite précision, l'université dont tu parles, c'est bien évidemment l'université des Antilles. C'est la nôtre, oui, c'est l'université des Antilles. Voilà. Très bien. Michel, toi, le microcosme économique te connaît très bien, mais les gens qui nous regardent, peut-être pas. Alors, oui. Alors, je suis chef d'entreprise et outre ma fonction de chef d'entreprise, je m'occupe aussi des chantiers de l'archevêque au diocèse. Les chantiers de l'archevêque, c'est une partie de l'association diocésaine de la Martinique qui s'occupe de tout le patrimoine du diocèse, tant aussi bien le patrimoine bâti, c'est-à-dire les églises, que tout le patrimoine liturgique ou bien alors cultuel qui peut y avoir, les habits, les objets de culte ou bien alors les hôtels, enfin tout ce qui touche à ça, les reliques aussi. Excellent. Bon, très bien. Donc on est pile poil dedans. Donc la partie historique et puis également l'histoire. Tout à fait. Bien sûr. Et parce que derrière tout ça, il y a des anecdotes, et puis il y a une richesse extraordinaire. Alors, Aimé Charles Nicolas, vous faites quoi dans la vie, vous? Alors moi,
Je voudrais situer alors cette opération Martinique. Non, pas encore. 36 heures bord de Non, mer. non. Vous, monsieur le professeur, Bon. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie. Voilà. Très Voilà. bien. Alors, l'addictologie, pour les gens qui L'addictologie, Parce que c'est- psychiatrie qui sont finis par en comprendre, Ils ça a savent. un lien avec la folie. Ils savent. L'addictologie. L'addictologie, ils le savent aussi, parce que c'est en effet ce qui m'a en quelque sorte motivé pour venir à la Martinique, parce que, bon, bien entendu, je voulais me mettre au service de mon pays natal, mais en particulier parce qu'il y avait une grande inquiétude concernant la drogue, Oui. puisqu'il s'agit de ça. L'addictologie porte sur des questions de drogue et aussi d'alcool, Entre et autres, d'autres, ouais. entre autres. Ouais. Mais donc à l'époque, là on est en 1992, et donc il y avait une grande préoccupation, une grande inquiétude, une angoisse autour de la drogue. Et en particulier le crack. Non, il n'y avait pas encore de crack. Ah, il n'y a pas encore de crack. Non, il n'y avait pas de crack Donc encore. c'était quoi la drogue? 92. La drogue vedette à l'époque, c'était Ça quoi? commençait à peine. Je veux dire, Ouais. c'était encore le cannabis, et il y avait donc des affiches avec la feuille de cannabis qui étaient placardées dans toutes les mairies, sur toutes les portes, y Ouais. compris les portes des églises. Et donc, non, il y avait une vraie inquiétude concernant vous savez, tous ceux qui portaient des locks étaient traités de Non, mais vous savez Non. qu'on est totalement ouvert à toutes les formes d'expression. non, mais je veux dire. C'était les rebuts de la société, c'est ça? Oui, il y avait vraiment une intolérance très forte, Ouais. très forte à l'égard de tous ceux donc qui portaient Les qui portaient les locks, fumeurs qui d'herbe, fumaient, les fumeurs de ganja, voilà, Voilà. tous les Donc, noms les possibles. Ils étaient Ouais. traités donc de Rasta, qui était un terme à cette époque très très péjoratif. Ouais. Donc Mais, retour en Martinique et puis Pour un tour en Martinique. Et puis, en effet, on peut dire que le crack a commencé effectivement 1 ou 2 ans après, surtout donc en 93, 94. Donc, et là, c'est à ce moment-là que j'ai mis en place un dispositif pour faire face à ces problèmes, pour que la lutte contre la toxicomanie ne se résume pas à la lutte contre le toxicomane. ouais, tout à fait. Hein. Et donc, je dois dire qu'en effet, la réaction de la population martiniquaise a été très favorable, puisque l'opinion publique a beaucoup changé. Et donc, on a compris, en effet, que c'était des personnes très malheureuses, avec leur addiction au crack. C'était d'abord des patients, des C'était d'abord- malades. Voilà, c'était d'abord des malades, oui. Donc ça, on a compris ça. Très bien. Et donc, il y a eu... donc j'ai participé à la création d'une association, l'ATREI, Ouais. de parents de toxicomanes. Alors, les parents de toxicomanes, c'était des gens qui rasaient les murs, qui avaient peur de leur ombre, et qui étaient stigmatisés dans la cité dans laquelle ils vivaient. Mais d'ailleurs, il y a pas ils vivaient aussi il y avait des parents relativement aisés. Hein, je veux dire, c'est pas seulement dans des familles modestes. Donc là, elles ont relevé la tête, ces familles, et elles ont osé. Elles ont osé. Au début, le visage était flouté à la télévision. Et depuis, ça a bien changé. Depuis, les choses ont beaucoup changé, et donc elles ont retrouvé leur honneur. Et beaucoup grâce au professeur Aimé Charles Nicolas, dont le nom aujourd'hui bénéficie d'une très très forte notoriété, mais pas seulement pour cette histoire de drogue, mais aussi pour un certain nombre d'initiatives, notamment et ça touche à nouveau à l'histoire, sur l'esclavage. Oui, Avec un congrès, un séminaire, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça a fait beaucoup parler. oui, ça a fait beaucoup parler, parce qu'en effet, quand on a annoncé l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations, brusquement, les gens se sont dit « Ah bon ? Des conséquences psychologiques de l'esclavage, ici, aujourd'hui, actuelles. Ouais. Et donc, en effet, ils se sont autorisés, à ce moment-là, à penser
a des conséquences psychologiques. Sinon, c'était interdit. Ça faisait très clairement provocation à l'époque. Tabou, provocation, mais qu'est-ce qu'il va encore chercher? Oui, d'autant que... Alors, il y a eu je ne sais plus combien, 1500, 2000 inscriptions dans les semaines, dans les 2-3 semaines qui ont suivi l'annonce de ce colloque scientifique, etc., international, parce qu'en effet, c'était quand même une manifestation d'importance. Ça a failli se faire sur un stade finalement. Hein. Ça s'est fait Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait en Martinique et en Guadeloupe. Oui, ça s'est fait en Martinique et en Guadeloupe, avec donc des spécialistes martiniquais et guadeloupéens, mais aussi avec des spécialistes de Trinidad, de Colombie, des États-Unis, plusieurs des États-Unis. Il y en avait 2 aussi du Brésil, du Belize, de France, mais aussi de Suisse, etc. Enfin, je veux dire. Alors, je dis la Suisse parce que, justement, il y a eu un grand cri concernant l'épigénétique. Oui, c'est ça. Ça, c'était le cœur de la provocation. Alors, on résume. Si vos ancêtres ont eu très très mal, vous en portez la trace sur votre ADN aujourd'hui. C'est ça on va dire l'axiome de départ. Oui. Donc, en effet, l'épigénétique prouve qu'il y a une influence de l'environnement, de l'environnement de manière générale, du contexte, du traumatisme, originel, donc, sur l'ADN. Alors qu'on vivait avec l'idée que l'ADN était immuable. Eh bien, il y a des modifications qui sont provoquées par des traumatismes psychologiques. Comment le psychologique pouvait-il avoir un impact sur l'ADN? Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont super sceptiques. Donc on va pas réouvrir le débat. Non, on peut pas être sceptique parce que il y a des preuves absolument incontestables. Et d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement en effet qu'il y a cette transmission intergénérationnelle, mais c'est qu'il y a aussi des guérisons. Voilà, mais il a tout compris. Des guérisons. Il y a des guérisons. Il est possible de guérir. Voilà, c'est réversible. Ça a complètement effrayé les psychiatres. Ils ont dit. Oh là là, c'est pas possible, on peut pas guérir, sinon on va perdre notre métier, nous. Non. En fait, ils savaient déjà, avant, ils savaient déjà, avant l'arrivée de l'épigénétique, qu'il y avait une transmission. Bon, c'était clair, mais l'épigénétique n'a fait que prouver que c'était réel, puisque la trace épigénétique sur l'ADN disparaît après guérison, après psychothérapie, etc. Voilà, je vais devoir l'arrêter, vous l'avez bien compris, parce que sinon on va passer l'émission entière. Je l'ai provoqué. Non, mais on n'a pas dit non plus la continuité avec aujourd'hui. Non, mais on va le faire. Donc, je referme la page épigénétique et j'ouvre cette page sur 36 heures pour demain. Donc, j'ai essayé de te remplacer pendant des semaines, et j'étais totalement épuisé au bout d'un moment, pour dire aux gens ce que c'est que cette histoire de 36 heures pour demain, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, tu fais court, parce que j'ai déjà passé des heures. On y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je fais court. Effectivement, il faut dire quand même que, après avoir jeté un œil sur le passé, pas seulement un œil, on a donc vraiment fouillé, appris davantage de choses sur le traumatisme psychologique de l'esclavage. D'accord? Et là, maintenant, il faut en sortir. Et donc, il faut regarder demain. Et avoir la force de regarder demain, c'est mettre en place une opération suffisamment large de prise de conscience et de dynamisation, de réflexion, mais de dynamisation en oufeille. En oufeille, ça veut dire qu'on met en place une opération d'atelier avec l'UNESCO, qui est maintenant donc
l'organisme un partenaire très très engagé, très impliqué et très intéressé par la Martinique, qu'elle considère comme une pionnière. Un laboratoire. D'ailleurs, ça porte ce nom-là, laboratoire de la Martinique. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a, avec les 36 heures, la possibilité de se former à la réflexion sur le futur, comment penser le futur, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc, ils en ont fait une spécialité. Et nous avons aussi une spécialiste en Martinique qui s'appelle Sylvie Mélien et qui travaille aussi avec ces techniques de hackathon, qu'on a appelé Madiathon, puisque il fallait quand même ensoleiller le hackathon. Et que nous avons donc des ateliers qui se sont déroulés depuis mai 2020. Ouais, ça fait plus d'1 an maintenant. Oui, mais le travail avait commencé en fait depuis février à Paris avec l'UNESCO. Moi, j'ai participé donc à des ateliers à Paris. Donc là, aujourd'hui, nous sommes donc au milieu du gué, avec d'une part un travail qui a été réalisé dans les ateliers de Sylvie Mélien de créativité pour produire un projet, et des ateliers qu'on appelle de littératie du futur. Oui, alors on a beaucoup insisté ici sur les concepts qui nous échappaient totalement. Non, mais c'est expliqué, c'est bon. Tu es comme sur du vélo, on a fait un travail préparatoire fantastique. Bon, donc vous avez compris que ça voulait dire simplement qu'on apprend à réfléchir sur l'avenir, sur le futur, disons, pas l'avenir de demain. Tout en bas. Alors tu le situes où cet avenir? Une date? Moi je dis 2036. 2036, donc là les gens... 2036 c'est pas très très loin. Non. Tous les jeunes gens là qui ont 20 ans, ben, ils auront 35 ans. C'est tout. Bon, donc voilà, c'est pas très très loin ça. Mais en même temps, c'est loin parce qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir à l'avenir et on n'a pas l'habitude de réfléchir en Martinique au futur. Et donc ça a créé quand même, depuis le temps qu'on travaille et on en parle justement, depuis le temps de cette réflexion grâce justement aux émissions de Zouk TV, mais aussi aux émissions interactives de RCI, parce que les gens ont eu la possibilité d'interroger comme ça Julie et Rodrigue, mais aussi chaque fois des spécialistes, des experts, des experts qui ont donné une contribution, ont remis, avant de venir donc à cette émission, ils ont donné à Julie et à Rodrigue une contribution faisant le point sur la situation de la thématique. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme thématique? Il y en a eu beaucoup. Les thématiques, il y en a quand même ici. Il y a eu donc l'agriculture, il y a eu le vivre ensemble, il y a eu le développement durable, très important. Et puis, il y a eu l'éducation, la formation. Oui. Ah, il y en a eu plus d'une dizaine. Ah oui, plus d'une dizaine. Et aujourd'hui, donc, culture et patrimoine. Ah ben, stop. Tu vas poursuivre dans quelques minutes parce que sinon, non, mais mes experts, ils vont se barrer. Ils vont se barrer, mes experts. Ils sont là. Alors, mais Aimé, on te lâche pas puisque tu seras le fil rouge de l'émission sur l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Michel, de manière très précise, sans être influencé par la présence d'Aimé, comment tu t'es retrouvé dans cette galère-là, 36 heures? J'ai envie de dire autour d'un punch, mais je crois que je peux dire quand même. Tu sais qu'il y a il y a beaucoup de nos invités qui nous ont parlé de cette histoire de punch. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est de multiples séances de punch, bien sûr, ce qui se rapproche très fortement de l'addictologie, ou est-ce que c'était un seul punch global? C'est la raison d'être d'Aimé, c'est cette addictologie. Non, mais en fait, autour d'un punch, c'est un petit groupe qui a été constitué, qui est piloté par Aimé, où on s'est mis à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour pouvoir justement améliorer le vivre ensemble et améliorer la Martinique dans les 15 ans à venir et avoir un projet construit. Et il y a plusieurs projets, plusieurs actions qui sont parties de ce petit groupe. Bien sûr, Aimé a intégré ce gros projet qui est Martinique 36 heures pour demain. En Oufeille ?
on nous paye. Et pas oublier- nous caille fait. Et nous qu'a fait. Faut pas oublier la signature. Hein. Oui, On nous absolument. paye. Ah, ouais, ouais. Absolument. Et voilà comment je me suis retrouvé dans cette galère, dans cette yole. Dans cette yole. Dans cette yole, puisque, on le rappelle, la yole, c'est quand même le symbole de cet événement. Ensemble. Ensemble. Benoît, Alors moi, non, pas de punch. Non, s'il te malheureusement, plaît. j'aurais bien aimé, mais je suis une pièce rapportée. Je ça pense m'étonne que c'est pas. quelqu'un Alors- qui buvait le punch qui m'a contacté. Si je me souviens bien, je crois que c'est Manuela Younging qui Ah, très bien. a été l'intermédiaire. Et après, moi, j'ai embarqué dans l'aïeul parce que ces questions-là m'intéressent beaucoup. Je n'ai pas vocation à être un chercheur dans sa tour d'ivoire. Ouais. Et c'est des questions que je me pose et que je vis. J'ai beaucoup travaillé avec l'association Carisco, qui Ouais. aussi sur les questions de patrimoine Tout à fait. se place un peu dans ces perspectives-là. Je Et puis, suis rappelons content de que- faire les choses avec les gens et pour les gens. Et je pense que c'est pour ça qu'on me paye, pas seulement pour déterrer des vieux bouts de poterie et des vieux os. déjà Rappelons quand rangés. même que tu es présent sur le territoire maintenant depuis plus de 25 ans. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai Donc, vécu toute ma vie d'adulte ici. Moi, Bon. Je ne sais pas comment me considèrent les Martiniquais. Ah je ben, me considère c'est comme Martinique. Au-delà de 2 ans sans voyage à l'extérieur, tu es martiniquais. Bon, alors c'est Donc bon. voilà, donc c'est raté. Et tu as Il ne peut maintenant. pas échapper, là. Tu ne peux pas y échapper et tu as toutes les tares et toutes les qualités des Martiniquais. Alors, poursuivons, Aimé, maintenant qu'on a fait un peu mieux connaissance avec nos experts. Question centrale. C'est pour faire quoi cette histoire-là? C'est pour Ça mène à dynamiser. quoi? Mais non, c'est vraiment... Vous avez vu? Mais non. Donc il écarte de revers de main toute forme de scepticisme. Non, mais- Évidemment, cette question, tu y réponds depuis le début. Oui, je Et puis bon, tu vas je- encore y répondre parce que les médias vont rappliquer à nouveau pour s'intéresser et tu vas devoir t'y consacrer. Alors, Non, la réponse, elle est relativement simple. C'est pour dynamiser. Bon, l'objectif alors tu principal... trouves que finalement c'est pas très dynamique, quoi, c'est ça? Non, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui ont des idées sur le fonctionnement de la Martinique et sur l'avenir de la Martinique. Et puis, il y a des gens qui ont aussi autant d'avis, de réflexions que les premiers, mais ils passent sous les radars, ils sont rarement interrogés, et c'est vrai que la vendeuse de pistaches est rarement une star de la télévision. Donc, voilà, il m'a semblé important que toutes les composantes de la société soient informées de l'existence d'ateliers et de réflexions sur le futur de la Martinique, et il fallait impérativement que ces avis-là soient entendus. Et donc, on a, avec les émissions de télévision et interactives et de radio, eh bien, on a une idée, et puis il y a eu aussi des sondages. Oui. Alors, des études. il y a des sondages qui ont été réalisés par Open Source System qui ont donné une idée de ce que pensent les Martiniquais, à la fois de la situation actuelle et du vivre ensemble, et d'autre part de l'avenir. Tout à fait. Ils ont dit ce qu'ils pensaient de la Martinique de 2036. Tout à fait. Et dynamiser pour obtenir quoi? Parce que l'idée, c'est au-delà de la forme, on est bien d'accord, et l'ensemble du concept est déployé à travers des ateliers, à travers une journée 3 jours qu'on va décliner dans quelques minutes. Mais pour obtenir quoi? Faire de la Martinique la championne du monde de la réflexion, la championne du monde de l'innovation. Quel est l'objectif? Dynamiser ensemble. Déjà, D'accord. le premier objectif, c'est de regarder demain ensemble. Et cette projection-là crée une dynamique, crée un vivre ensemble, puisqu'on éprouve les mêmes Est-ce sentiments. que l'idée est née de cette espèce de fracturation que tu dénonces régulièrement de cette société qui vit mal à la fois son histoire, qui vit mal ses composantes ethniques, ses composantes sociales? C'est ça l'idée? Oui, c'est complètement ça l'idée. C'est-à-dire que d'une part, il faut penser à l'avenir, au futur de la Martinique, mais il faut aussi y penser ensemble. Ouais. Bon,
Ensemble, ça veut dire que nous partageons les mêmes impressions sur la situation actuelle, mais aussi les mêmes inquiétudes, et puis qu'il fallait... On nous fait, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Bon. Il faut faire la démonstration qu'on est capable de réagir, c'est ça. Il faut faire la démonstration qu'on est capable de réagir. En effet, c'est la réponse. Alors, il pose la question, mais il pose la question, il fait les réponses. Non, j'essaie de contribuer un peu. Non, mais c'est vrai. non, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Cela dit, comment faire? Ouais, c'est ça la vraie question. Tout le monde pense, en effet, qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi? Et c'est là qu'intervient l'UNESCO, et c'est là qu'interviennent un certain nombre de spécialistes du hackathon de la Martinique, dont Sylvie Méliès. Alors, le hackathon, on l'a certainement expliqué ici. On l'a expliqué, oui. Donc, c'est cet exercice de créativité qui permet de se mettre, de se projeter dans l'avenir. Une espèce de marathon de la réflexion de l'innovation. Oui. Pendant 36 heures, on y va à fond. Ouais. On réfléchit et on a dans plusieurs petits groupes. Hein. Ouais. Bon. Donc voilà, et ce qui semble là répondre à la question, c'est pour vivre mieux, pour vivre de manière beaucoup plus bienveillante, plus heureux. Ouais. Donc, voilà, tout simplement. Il faut faire la paix, en fait. Mais oui, il faut faire la paix. Oui, mais oui. On va y revenir. Alors, messieurs, je ne vous lâche pas, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, parce que je vous vois complètement admiratif de la prose du professeur, mais bon, méfiez-vous, il a l'habitude. Il a l'habitude et il est parfaitement efficace en matière de séduction, donc faites très attention. Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien en termes de patrimoine sur cette île? On va commencer par Michel qui a touché très concrètement un pan de l'histoire de la Martinique, parce que bon, l'Église catholique est arrivée en même temps que le colon. Absolument. On est bien d'accord. Absolument. Commençons par ce qui ne va pas. Alors, au-delà de l'Église catholique, hein, on parle de notre histoire, on parle de la Martinique. Bien sûr. Alors j'ai envie de dire que pour commencer, on peut une petite définition du patrimoine. La notion concept de patrimoine. Le patrimoine, c'est un héritage qui nous a été légué par les générations avant nous, que nous devons nous accepter, que nous devons enrichir pour pouvoir le passer aux générations futures. Ouais. Et le patrimoine, c'est un socle que nous avons tous, et c'est un socle que nous devons connaître, que nous devons accepter, et c'est un socle qui doit nous rassembler, puisque c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est quelque chose. Et alors sur ça, grand débat ces temps-ci, hein. On est bien d'accord. Grand débat. Alors oui, grand débat, parce que le patrimoine, ça touche à l'histoire, et dans l'histoire, on peut pas, et que dans le patrimoine, on peut pas prendre les éléments qui nous plaisent et puis dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Malheureusement, il y a des éléments, on est obligé de faire avec. Hein. Il y a des choses qui sont bien, qu'on considère comme bien, et des choses qu'on considère comme mal. À la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui. Exactement. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien, et c'est quand même. Que ce soit des éléments de douleur ou des éléments de joie, c'est quand même des choses qui nous ont formés et qu'on a en commun, qu'on le veuille ou non. Alors, est-ce que tout le monde est convaincu de l'importance de la préservation de ce patrimoine? Alors, c'est un petit peu ça le problème. Je pense que le patrimoine, c'est quelque chose qu'on est en train maintenant de découvrir. Et on n'est pas très conscient de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. À tous les niveaux d'ailleurs. Hein. On commence à en prendre conscience, on commence à se rendre compte que c'est quelque chose de fondamental. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a des éléments du patrimoine qui sont mis à mal parce que les gens qui devraient s'en occuper ou bien qui s'en servent, parce qu'il y a une partie du patrimoine qui sert tous les jours, notamment dans le patrimoine diocésain, n'ont pas toujours conscience de la valeur et du poids de ce patrimoine. Alors, question stupide par essence, à quoi ça sert? À quoi ça sert de préserver le patrimoine? Parce qu'on a bien compris que c'est... Alors, vu ta réaction, on est bien d'accord que c'est une question totalement stupide. Par contre, elle a tout son sens quand on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens, au-delà de ne pas s'en occuper, ou de ne pas le préserver, il y en a d'autres qui, au contraire, veulent quasiment le faire disparaître. L'histoire est pleine de refus ou d'oubli volontaire du patrimoine,
voire de destruction patrimoniale. On a vu ça pendant la guerre d'Irak Exactement. ou la guerre d'Afghanistan. Absolument. Avec les talibans qui ont fait sauter des statues. Ouais, à quoi ça sert finalement? de garder le patrimoine. De le préserver. Eh ben, je pense que Sauf à avoir des problèmes en permanence, quoi. je pense que c'est une richesse et que je pense que en fait le patrimoine c'est tout ce qui nous constitue, c'est tout ce qui nous forme et c'est tout ce qu'on peut avoir en commun dans Donc, une. c'est indispensable à la formation de notre identité. C'est indispensable. Et la difficulté, c'est qu'il faut l'accepter dans toutes ses dimensions. Il faut l'accepter. C'est comme notre histoire. On ne peut pas occulter des parties de notre histoire, celles qui nous arrangent et puis celles qui ne nous arrangent pas. On est obligé enfin, il serait souhaitable de la garder tout entière. Chaque fois qu'on a vu des gens, on parlait des talibans, on s'est rendu compte que c'était une erreur fondamentale et qu'on ne peut pas avancer dans des choses comme ça. Et je pense que si on veut se projeter dans le futur, une des choses qui est fondamentale pour se projeter dans le futur, c'est d'abord de connaître notre passé et d'être complètement conscient de notre socle, des choses qu'on a en commun, ce qui nous permet de rebondir et de nous faire. Et particulièrement, si on veut viser un vivre ensemble harmonieux, si on veut viser, enfin, ce que nous souhaitons tous et qui est un objectif de 36 heures, absolument. Mais en quoi pour vous, c'est aussi fondamental aimer cette histoire de patrimoine et d'histoire dans le vivre ensemble? Alors là, Michel vient d'expliquer que c'est une composante majeure de notre identité. Si on n'est pas capable de savoir ce qu'on est, on aura du mal à vivre déjà avec nous-mêmes et puis avec les autres. Mais j'ai l'impression que c'est davantage que ça. Il y a probablement une composante sociale, une composante économique et presque une composante politique. Mais il y a une composante psychologique. Ah, celle-là, à mon avis, elle est en lien avec l'identité. Oui, oui, ben justement, c'est ce que vient de dire Michel. Mais moi, il me semble que là, donc cette façon il faut penser au bébé. Il faut commencer par le bébé. Allons-y sur l'image du bébé. Oui, non, parce que le bébé grandit en s'identifiant à ses parents. Tout à fait. Bien. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir ce qu'il y a derrière ses parents. Donc il y a une histoire, il y a les grands-parents. Et il y a une histoire, il y a donc un patrimoine familial qui est, dont il est l'héritier, lui, le bébé. Enfin, il découvre qu'il n'est pas tout seul au monde, en fait, c'est ça. Mais ce qui l'intéresse aussi beaucoup, c'est la relation avec l'entourage, pour apprendre à vivre, pour apprendre à fonctionner. Et apprendre à vivre, c'est apprendre ce que je suis, c'est essayer de comprendre comment je suis là et à quoi je sers, comment je fonctionne. Bon. Et tout ça est dans le patrimoine, parce que ça l'intéresse de savoir d'où viennent ses parents, comment il a été conçu d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est une question que les enfants posent beaucoup. Et par la suite, qu'est-ce qui m'identifie? Alors, les identifications vont changer par la suite. Donc, les adolescents, par exemple, vont se trouver déçus de se rendre compte que papa est un homme ordinaire. Oui, tout simplement. Alors que lorsqu'il avait 6-7 ans, c'était un génie, c'était un géant, c'était quelqu'un de formidable. Et puis, vers l'âge de 16 ans, même avant, il se rend compte qu'il est très déçu, très désillusionné. Hein? Bon, il s'était fait beaucoup d'illusions. Et il se tourne vers le professeur de philosophie, ou d'anglais, ou d'archéologie. Ou le militant communiste. Ou le militant, il s'identifie à d'autres imagos, comme on dit, des images d'identification. Et donc, derrière chaque fois ces mouvements d'identification, il y a du patrimoine qu'il s'approprie. Et donc, par exemple, certains vont commencer à parler comme le professeur de mathématiques ou à imiter la fille dont ils se sont sentis plus ou moins proches. Ouais. Parce qu'il y a aussi des identifications au père, P-A-I-R-S.
Ouais. Donc voilà. Et c'est pour ça que chaque fois, il s'agit de participer à un patrimoine commun. D'où l'importance D'où l'importance. d'inscrire le patrimoine au cœur de votre réflexion. Et c'est pour ça qu'on peut remonter aussi de plus en plus en arrière sur l'histoire. Et c'est pour s'intéresser. C'est pour cette raison, je pense, que des bébés sont devenus, donc à 5-6 ans, des archéologues en puissance. Et puis, c'est parce qu'ils se sont intéressés à ce qu'il y avait derrière les parents. Stop. Excellente transition, puisque nous allons passer à l'archéologue. Benoît, ça fait 25 ans, donc tu sais ce qu'est la scène patrimoniale. Oui. Tu l'as touché du doigt parce que Je suis un des acteurs. Tu es un des acteurs, tu diriges un laboratoire. Oui, j'ai été administrateur du Fonds Saint-Jacques, je suis dans tout un tas de comités scientifiques. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire de patrimoine ? Sur quoi tu aimerais, sur quel sujet tu aimerais attirer notre attention ? Moi, je voudrais juste, je vais répondre à la question, mais juste revenir un peu avant sur la question de la définition, que je ne remets pas totalement en cause. Ouais. Mais moi, en dehors de faire de l'archéologie, je fais ce qu'on appelle les études patrimoniales critiques, c'est-à-dire j'étudie comment on fabrique du patrimoine dans une société. Ah. Et le patrimoine, quand on fait ce travail-là, on distingue deux choses. On distingue les héritages, c'est-à-dire tout ce qu'une société va recevoir des générations du passé, du patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est toujours un processus de sélection. C'est un mécanisme social où parmi tout ce qu'on va hériter, une société à un moment donné va décider de protéger, de valoriser des choses, parce qu'on veut les transmettre, et comme ça a été bien dit, aux générations suivantes, parce que la question c'était à quoi ça sert ? Ça sert à nous reproduire socialement. À un moment, si on protège les habitations de sucreries, si on protège les éléments en relation avec l'histoire de l'esclavage, c'est parce que si demain nos enfants ne savent pas ce que c'était, ce ne seront plus nos enfants en fait, socialement. Donc la fonction du patrimoine, c'est carrément une perte en fait. C'est une perte, ce serait une rupture dans le lien social intergénérationnel. Et donc il y a toujours un mécanisme de sélection. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'étudier comment à chaque moment, et dans les Antilles, c'est un processus qui est récent par rapport à d'autres espaces, qui s'inscrit dans le siècle qui s'est écoulé véritablement. Il a commencé à penser sur le patrimoine. Le XXe siècle. Voilà. Et pas avant. Non. Alors que, par exemple, en France, c'est la Révolution française qui impose la réflexion sur le patrimoine. Ici, ça commence beaucoup plus tardivement. Et donc, il y a ces mécanismes-là. Et le patrimoine, donc de fait, il est le reflet de l'image qu'une société elle a d'elle-même. Quand on choisit de protéger quelque chose, c'est parce qu'on considère que c'est important pour nous. D'accord. Et donc à un moment, quand tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas avec le patrimoine, Charles Aimé disait très bien, il faut avoir la force de regarder demain. Mais en fait, pour avoir la force de regarder demain dans le domaine du patrimoine, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Il faut avoir ce qui nous manque, c'est la force de regarder derrière, de regarder le passé, parce qu'à un moment, ce patrimoine, il est à la fois un mécanisme qui permet de construire le vivre ensemble. On peut se mettre d'accord sur un patrimoine, mais quand ça ne va pas, c'est aussi un symptôme de notre regard, parce que c'est l'identité qui se construit. À la fois, il est produit par l'identité, le patrimoine, et à la fois, il sert à construire l'identité. Mais il peut être source de division. Hein. Alors, bien entendu, il est source de division. De l'épine. Joséphine a perdu sa tête, Dénambuc a explosé, Desproges, j'ai vu que Desproges aussi avait été explosé. L'humoriste. Pas l'humoriste. Le personnage historique. Source de division. Oui, il est source de division, mais ces divisions sont le symptôme. C'est pas des divisions, c'est pas le patrimoine qui est source de division. C'est la société qui en elle-même possède des divisions et elle s'exprime dans le rapport à ses héritages que certains ont choisi de faire patrimoine et dans lesquels d'autres ne se reconnaissent pas. Et c'est les tensions qu'il y a dans la société qui sont là. Alors, quand je disais on étudie ça, c'est étudier à la fois effectivement les acteurs dans la société, tous ceux qui s'intéressent au patrimoine et quelle est leur vision. C'est aussi travailler sur les échelles. La vision qu'on peut avoir, nous, du patrimoine n'est pas forcément celle des gens qui viennent souvent plein de bonne volonté et de compétences pour travailler pour le ministère de la Culture pendant quelques années à la DAC. Et il y a des mécanismes de patrimonialisation qui sont ceux que nous héritons par notre appartenance à l'ensemble national français. Par exemple, les monuments historiques, on pourra en reparler, c'est un mécanisme, alors dans le patrimoine religieux ça marche assez bien, mais globalement dans la société martiniquaise, il y a très peu d'appropriation. Et je pense que ce mot a été prononcé dans le champ du patrimoine, c'est un mot extrêmement important. C'est qu'est-ce qu'on s'approprie dans ce qu'on a hérité et comment on s'en sert pour construire le vivre ensemble. Comment on peut expliquer, selon toi, le fait que nous n'ayons pas cette espèce
entre guillemets, d'amour pour les vieilles pierres et qu'on voit des maires raser des vieilles baraques, on voit des gens dire, bon, tout ça, les meubles. Moi, j'ai vu sur la commune de Grand-Rivière, dont je suis originaire, des gens brûler des meubles antiques, entre guillemets, pour faire bouillir le manger cochon. Hein. J'ai vu ça. Comment tu expliques? Il y a plusieurs phénomènes. Alors, il n'y a pas que moi qui l'explique. Hein. Il y a plusieurs mais personnes qui ont travaillé. Il y a Michel qui boule de patience. Ce que je vais vous raconter est aussi le fruit du travail d'autres chercheurs qui travaillent sur ça depuis des années. Il y a d'abord, en première chose, c'est que la réalité historique des sociétés antillaises fait que les gens n'ont pas eu d'éducation à ça. N'ont pas été formés pour ça. C'est V.S. Naipaul, qui est le prix Nobel de littérature le Trinidad, qui dans un de ses livres dit, pour moi, la question de savoir si une maison avait une valeur patrimoniale, était belle ou pas belle, n'avait pas d'importance. Elle était grande ou petite, elle était riche ou pauvre, mais c'est tout. Donc on hérite déjà de ça. Ensuite, une histoire courte, en fait. Voilà, une histoire courte et une éducation des gens, finalement, qui est courte parce que l'histoire ne les a pas formés. De toute façon, ils étaient dans des situations de misère totale, donc aller leur dire qu'une baraque en torchis est importante, c'était peut-être pas leur priorité. Et après, il y a le fait qu'on a à la fois adopté et on a subi aussi des modèles qui sont des modèles extérieurs, et qu'en fait l'idée du patrimoine telle qu'elle a été construite en Europe, c'est des grands châteaux, c'est des grandes cathédrales gothiques ou des édifices romans, et qu'à un moment, quand on regarde notre paysage, on les trouve pas. On n'a pas des masses. Et que donc on voit bien qu'à un moment, pour moi, quand on est dans le projet des 36 heures, l'idée c'est de se projeter vers le futur. Se projeter vers le futur, c'est être capable, à mon avis, de produire ce qui manque aujourd'hui, une vraie réflexion endogène sur quel patrimoine on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut comme patrimoine, et c'est mettre vraiment les choses sur la table, parce qu'il y a des choses qui se font en Martinique, mais dans une espèce soit de consensus mou, soit de gens qui avancent en bas à feuille sur un côté de l'autre, et les choses ne sont pas sur la place publique, sauf quand ça explose. Et qu'à un moment, c'est trop facile de dire, mais ça, c'est la France qui nous a imposé ce modèle-là. À un moment, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut faire? On parlait de la case en torchis. C'est une des icônes du patrimoine architectural antillais, la case angolette. Tout à fait. Il n'y en a pas une seule qui soit protégée au titre du patrimoine, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Donc à un moment, cette icône de l'architecture que tout le monde reconnaît, pourquoi elle n'est pas vraiment inscrite dans notre patrimoine, si ce n'est dans notre mémoire? Très bien. Alors Michel, je te voyais bouillir là. Tu voulais contribuer très fortement à la réponse apportée par Benoît à la question est-ce que tout ça est bien raisonnable, quoi. Parce que faire du patrimoine un élément essentiel de la réflexion, alors qu'on sait que ce patrimoine peut lui-même être source de comme disaient les Anglais, de disturbation. De disturbation. Je voulais apporter juste une petite précision sur le patrimoine. Il faut pas oublier les plusieurs dimensions du patrimoine. On a tendance à penser que le patrimoine, c'est uniquement le bâti, parce que c'est la chose qu'on voit, c'est très, très bien, mais le patrimoine, c'est aussi beaucoup de choses. C'est la musique. C'est immatériel. C'est complètement immatériel. On l'a vu avec l'UNESCO. Voilà, on le voit tous les jours avec l'UNESCO. C'est la musique, c'est la cuisine, c'est la nature, hein, c'est tout ce qu'on a autour de nous. Tradition. Les traditions et tout. En fait, c'est notre culture. Hein. Ce sont toutes les composantes de notre culture. Alors, moi, je pense que c'est sûr que le patrimoine peut diviser, mais je pense que le patrimoine divise parce que comme disait Benoît, on voit chacun le patrimoine à travers nos yeux, à travers notre présent, à travers notre vécu, à travers nos ressentis, positifs ou négatifs. Et on a bien sûr naturellement envie de garder, et nos connaissances aussi, on a envie de garder ce qui correspond à ce qu'on connaît, à ce qu'on vit, à ce qu'on aime, etc. Il parlait de sélection, ce qui nous arrange aussi. Mais ce qui nous arrange idéologiquement, philosophiquement. Ça nous arrange idéologiquement, philosophiquement, peut-être aussi parce que nous ne connaissons pas notre histoire telle qu'elles sont passées et que notre histoire, nous ne l'avons pas acceptée, nous ne l'acceptons pas. Donc je pense aussi que pour pouvoir, à travers le patrimoine, il y a une connaissance de l'histoire, de notre histoire, qui, comme toutes les histoires, ont des points positifs et des points négatifs. Hein. Bon, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut aimer notre histoire? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'être neutre par rapport à une histoire? Parce que les gens disent,
ah ouais, mais ça, je veux pas en entendre parler parce que j'aime pas cette partie de notre. Mais c'est D'ailleurs, ça peut être un raisonnement d'État. Il peut avoir, on le voit avec la République française qui dit bon, 1939, 1944, c'est pas la peine d'assister. Hein. Bien sûr. La guerre d'Algérie, bon, d'accord. Madagascar, oui, mais peut-être. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que l'objectif n'est pas d'aimer notre histoire. Ouais. L'objectif est de la connaître. Ouais. Et je suis convaincu que de toute façon, c'est très difficile d'aimer une histoire. D'abord, parce que ça s'est passé à un moment où on n'était pas là, où les gens ne raisonnaient pas de la même façon. Ils n'avaient pas les mêmes, les mêmes schémas qu'on peut avoir aujourd'hui. Beaucoup en font, et on parle de ça très souvent, c'est l'expression consacrée, le roman national. Oui. On aime l'épopée de Napoléon, on aime le général de Gaulle. On aime des parties de l'histoire, des parties qu'on veut bien garder et tout. Mais si on essaie de connaître pour pouvoir accepter complètement notre patrimoine, notre histoire, notre culture, si on essaie de garder l'histoire au sens large, l'objectif n'est pas d'aimer, mais de connaître. Et de connaître, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, c'est clair, c'est évident. Surtout quand on pense à notre histoire martiniquaise. Qui a été très douloureuse, hein, très complexe. Qui est très complexe et qui est douloureuse et qui est pas facile. Alors, mais je comprends mieux à vous écouter que, mon avis, Aimé Charles Nicolas a dû jouer un rôle fondamental dans tout ça, parce que on n'est pas loin de la psychiatrie, là, quand même. Non, mais c'est sûr que on ne peut pas ne pas détester. Enfin, je veux dire qu'il y a des sentiments qui sont spontanés. On peut aimer, on peut détester aussi. Souvent, le rapport à l'histoire, il est complètement affectif. Mais oui. Ouais. Et donc, quand sauf pour Benoît, quand même. Non. Oui, mais après, On va y revenir, il y a Benoît. deux rapports à l'histoire, mais il y a le rapport des chercheurs. Ouais. Voilà. Un très grand historien de la Caraïbe disait le travail des historiens, c'est de remplir un grand entrepôt. Et nous, on doit y mettre toutes les caisses. D'accord. Et après, la société vient se servir, parce que notre histoire, le roman national, toute société se bâtit sur la sélection de choses, de son histoire, qui servent à se construire, et aussi sur ce qu'elle omet, sur ses oublis. Le problème, à un moment, et là ça nous ramène à Charlie, c'est il ne faut pas que non plus le roman national soit trop éloigné de la réalité de la quotidienneté des gens, parce que là on rentre dans la schizophrénie. C'est-à-dire si on se raconte une histoire qui n'a aucun rapport, c'est la fameuse histoire de nos ancêtres les Gaulois. C'est-à-dire qu'à un moment, si on nous projette un roman national qui est tellement éloigné de notre réalité quotidienne qu'il en devient ingérable et inacceptable, voire ridicule. Là, il se pose de vrais problèmes sociaux. Non, mais il faut du temps. Oui. Il faut du temps, parce que, je veux dire, c'est l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Moi, tu es passé par là, toi. Ben oui, j'ai appris, et puis je l'ai cru du haut comme fer. Je me demande même si tu n'y crois pas encore un tout petit peu. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en effet prendre sur soi. Il faut maîtriser ce mouvement de colère qu'on peut avoir vis-à-vis du traitement des esclaves, des personnes sur les habitations. Il faut prendre du recul, et en effet, les scientifiques nous aident. Parce que, en même temps, il y a aussi des esclaves qui se sont révoltés, il y a des insurrections, il y a aussi des images d'identification très positives. Donc, cette manière de balancer les deux permet, grâce aux historiens, grâce aux scientifiques, à ceux qui nous donnent des faits, de la matière. Qui remplissent l'entrepôt. Oui, et donc c'est pour ça, je pense, qu'on peut contrôler. Mais dans le premier mouvement, je peux comprendre ça, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas. Ça mène pas à grand chose. Oui, bon, ça va pas loin, quoi. Bon, oui, mais bien sûr, parce que il y a pas que le symbole. Il y a aussi ce que signifie. Je veux dire, je pense par exemple au chelchérisme. Bon, allez, je mets les pieds dans le plat. C'est parti. Bon, non, mais parce que je m'y attendais. Non. Je pense notamment donc aux historiens, aux archéologues et donc à ceux qui sont spécialistes de la culture et du patrimoine. Je me dis justement, il faut avoir des symboles de ce que nous avons pensé, même si nous avons mal pensé à un certain moment, même si nous avons idéalisé ce qui n'était pas idéalisable, même si nous avons à une époque, pendant assez longtemps, idéalisé Schellcher, il faut qu'il y ait des traces de cette idéalisation.
Pourquoi effacer l'histoire? Puisque l'histoire, elle est faite justement de... Alors, il y a des gens qui pourraient te répondre, il n'y a pas de statue d'Hitler à Berlin. Oui, il n'y a pas de statue de Pétain à Paris. À Paris. Ah Mais, ben, ça, mais ouais. en Allemagne, ils n'ont pas détruit les camps de concentration. Et je crois qu'à un moment, Oui. la valeur des héritages, c'est la valeur qu'on leur donne. C'est-à-dire, ils ne portent pas de valeur par eux-mêmes, le patrimoine. On attribue, c'est nous qui le signifions. ouais. Oui. Et par exemple, pour revenir, et alors je vais juste pour revenir très rapidement sur Schœlcher, c'est très important. On est dans une société antillaise où la pensée identitaire a évolué très vite en très peu de temps. Ouais. Entre une volonté assimilationniste qui a vécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, des retours vers l'Afrique avec la négritude, puis la pensée sur la créolité et l'antillanité. Et en fait, en 3 générations, il y a eu des renversements complets de la pensée identitaire. Et à un moment, la statue de Schœlcher qui est à Schœlcher, c'est pas un gouverneur français qui l'a mise là. C'est la commune de Schœlcher, les élus de Schœlcher dans les années 60, et c'est une artiste martiniquaise qui a produit cette statue. Et à un moment, finalement, les gens qui la malmènent sont les petits-enfants des gens qui ont eux-mêmes choisi de la mettre. Et donc on est aussi dans une concurrence qui n'est pas que, on va dire, phénotypique Ouais. dans la société, mais aussi qui est générationnelle. Et le patrimoine, moi je dois avouer que j'ai aucun amour pour Joséphine en tant que personnage historique. Je suis très triste d'avoir perdu Joséphine sans sa tête. Parce que Joséphine sans sa tête était un superbe exemple de ce que c'est que resignifier le patrimoine. Ouais. Elle était porteuse d'un message extrêmement fort, anticolonialiste, anti-esclavagiste, parce qu'on l'avait décapitée et parce qu'elle était repeinte en rouge. Et tous les visiteurs qui venaient en Martinique, qui débarquaient du paquebot, prenaient cette statue et se posaient la question de pourquoi elle n'avait pas sa tête. Et étaient obligés de... Et donc elle était resignifiée. Il est beaucoup plus riche, à mon avis, de resignifier les héritages que de les faire disparaître. Comme disait Schœlcher, comme disait Aimé Césaire, cannibaliser les choses. Exactement. Voilà. Parce Comme que la porte du tricentenaire, en fait. Où on la on reprend rajoute des et on éliminés met... aux héritages amérindiens ouais. sur l'apport du tricentenaire et faire disparaître tous les éléments de l'espace public qui sont en rapport avec l'histoire de l'esclavage, avec l'histoire de la colonisation. C'est rendre service à qui à la fin? Si on avait fait disparaître tous les camps de concentration, ceux qui en auraient été le plus heureux, c'est les historiens révisionnistes qui nient la Shoah. Si demain on fait disparaître tout signe qui nous rattache à cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, à qui rend-on service? Comment expliquerons-nous à nos enfants demain ce qu'a été l'esclavage, ce qu'a été la colonisation? C'est pas en faire la gloire. Tout à fait. Tout à fait. Oui, s'il n'y a plus de traces de l'esclavage, comment allons-nous justement expliquer à nos enfants qu'il y a eu l'esclavage? Alors, revenons quand même... Pareil pour Schœlcher. Enfin, je veux dire, comment allons-nous parler de schœlcherisme s'il n'y a plus de traces du schœlcherisme? Alors là, j'ai bien compris l'intérêt du témoignage, en fait, Oui. et puis du repère historique par rapport à l'identité. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous ne courez pas un risque à l'introduire dans 36 heures pour demain, en sachant que vous voulez atteindre le vivre ensemble? Alors, est-ce que le challenge, c'est pas de prendre des sujets tabous, des brûlots, et de dire, bon, on va en discuter, on va le mettre dedans, et malgré tout, on va parvenir au consensus? C'est juste pour le challenge. C'est une question qui est difficile, parce que au départ, moi, je pensais au contraire qu'il fallait éviter les sujets clivants. Ah. Et la réflexion a mûri. Mais oui, parce que au fil du temps, on se rend compte que ça mérite quand même qu'on en discute. Parce que de toute façon, ça va ressortir. Ça aurait réapparu. Bien sûr. Ouais. Oui. Si on n'en parle pas... Alors, Michel. oui. Non, mais je pense qu'on ne peut pas. Il y a les sujets difficiles, il faut qu'on en parle. On ne sera peut-être pas d'accord, mais le problème n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais le problème, c'est qu'on ne les occulte pas, on les regarde avec le plus de netteté possible de part et d'autre. On les partage, dans la douleur, dans la joie, enfin ça dépend, machin. Mais ces sujets-là, si on les étouffe, ils vont ressentir, ils vont nous péter à la gueule, quoi. Ouais. Mais la question justement d'aimer ou de pas aimer de pas faire attention même aux vieilles pierres, parce que les vieilles pierres. Parce que ici c'est catastrophique, hein. Ben oui, c'est catastrophique parce qu'il n'y a plus de témoignages des habitations. Elles ont pour beaucoup été détruites, alors que c'est vrai que il y avait des habitations qui étaient d'une part belles,
sur le plan architectural. Et puis, il y avait aussi des cases, et puis des cases dans lesquelles les esclaves étaient enchaînés, etc. Il y a encore... Des cachots, des cachots, bon, il y a encore quelques... Heureusement, on est bien content qu'ils existent encore pour pouvoir expliquer ça aux enfants. Et donc, il me semble que les sujets clivants, les sujets qui nous opposent, peuvent faire l'objet de discussions comme ça. Maintenant, je peux comprendre, en effet, qu'une statue, par définition, dans l'esprit de ceux qui déboulonnent les statues, glorifie un personnage et ses actions. Et donc, en effet, si on ne voit que cet aspect de glorification, évidemment, ça peut se justifier de supprimer la statue en question. La statue. Mais moi, je pense qu'il y a des degrés. C'est ce que j'introduirais là maintenant, parce qu'il y a quand même le général Lee, par exemple, sur son cheval, je veux dire, en majesté, un esclavagiste qui a quand même, je veux dire, aux États-Unis, on a fait une guerre sanglante pour maintenir l'esclavage. Plusieurs millions de morts. Mais oui, avec une violence, pour maintenir l'esclavage. Et quand on glorifie comme ça, moi j'utilise le mot volontiers, parce que là, sur son cheval, là, en majesté, je comprends qu'on déboulonne parce que c'est un symbole. Alors que chez Schellcher, c'est quand même pas la même chose. Ouais. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a aboli l'esclavage. Attends. Bon, alors après, on donnera des explications concernant les indemnisations, etc. Mais bon, même pour ce qui concerne les indemnisations, on peut savoir aussi qu'il y a au moins 30%. On le sait, on a les noms. On a les noms de ceux qui ont été indemnisés, qui étaient des gens de couleur libre. Exact. Il y a une très belle base de données qui a été mise en place par ma collègue Dominique Roger, qui est consultable par tout le public. Tout à fait. Sans doute les gens seront surpris en allant voir qui sont les plus gros indemnitaires. Oui, c'est ce qu'on évoque. Mais la question, pour revenir à 36 heures pour demain, comment vous allez vous en sortir là? Parce que, alors on a bien compris que sur cette question, il y a deux éléments. Il y a l'élément de la lutte pour préserver les éléments de patrimoine, donc on va y revenir, mais il y a aussi la fonction, j'allais dire, affective, émotionnelle de la discussion autour du patrimoine. Parce que chez nous, c'est pas Louis XIV, hein. C'est les habitations béquées, les cachots, les chaînes, les révoltes, etc., etc. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des éléments précolombiens également. Les types, ils donnent des coups de pelleteuse dans ça, et puis bon, c'est deux couilles de machin, on nous finit ça, et on passe à autre chose. Il y a une histoire tumultueuse, il y a une histoire violente, il y a une histoire complexe. Si vous mettez ça sur la table dans 36 heures pour demain, vous allez vous en sortir comment? Non, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des traces psychologiques et des traces... Mais oui, mais non, mais il y a une continuité. Ouais. Alors, je pense qu'en effet, ces précolombiens qui ont été quand même... massacrés. Qui ont été massacrés. Bon... Alors, ça laisse quand même quelques traces, d'autant qu'il y a des esclaves qui ont épousé, qui se sont mariés avec... Oui, et puis il y a des colons qui ont épousé des femmes caraïbes au premier moment de la colonisation. On a eu quand même un scoop venant de Benoît pour les gens qui nous disent « Ouais, les premiers habitants, finalement, il n'y en avait pas beaucoup, et c'est nous, les Martiniquais. » Il y avait déjà des types là depuis 6000 ans. Donc ce soir, à mon avis, il y a des gens qui sont très déçus. Il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelait Martinique, terre amérindienne. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de groupe social de descendants reconnus en Martinique qu'il faut oublier cette réalité-là. Dans le paysage public, ils ne sont pas là. Mais les Amérindiens du territoire caraïbe de la Dominique peuvent venir nous voir demain et nous dire très gentiment, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous, quelle que soit l'ancienneté de notre martinicanité. Et c'est un modèle d'intervention que font très classiquement les groupes amérindiens d'Amérique du Nord. Et il y a cet aspect-là. Mais après, sur la question de comment faire par rapport à ça, je crois qu'il faut reconnaître la pluralité des ressentis. C'est-à-dire, la construction du patrimoine, c'est toujours un jeu entre des acteurs. Il y a des enjeux de préservation.
Il y a des enjeux de valeur. Le patrimoine est aussi une valeur économique, dans certains cas, pour certains, à la fois parce que la préservation a un coût et parce que sa mise en valeur peut rapporter de l'argent. Mais après, il ne faut pas négliger des aspects qui sont, moi, mon domaine de spécialité, mais auxquels je suis confronté depuis très longtemps, c'est la force du traumatisme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui sont invisibles pour les gens, ici en Martinique, parce que ça nous ramène à une histoire qui est d'une telle douleur qu'à un moment, à la fois, on demande, comme ça, on dit on voudrait, il n'y a rien sur l'esclavage, il n'y a rien qui est dit sur l'esclavage, et quand il s'agit de se confronter à la réalité de ça, ça devient insupportable. On le voit par plein d'exemples. On a fait des enquêtes sur les monuments dans l'espace public en relation avec la mémoire de l'esclavage. Et quand on va voir les gens en Martinique, on fait des enquêtes, on les interroge. Est-ce que vous connaissez des monuments dans l'espace public ? Et ils nous disent non, il n'y a rien. On va dans la commune du Diamant, on demande aux gens du Diamant, est-ce qu'il y a des monuments en rapport avec la mémoire de l'esclavage ? Les gens du Diamant nous disent non, il n'y en a aucun. Alors en fait, il y en a une quarantaine en Martinique. Ils en ont 3 au Diamant différents. Alors certains pouvaient être cholchéristes, d'autres beaucoup plus récents. Mais on voit bien comment il y a des stratégies d'évitement. Et c'est pareil, on parlait des habitations. On a recensé plus de 300 habitations en Martinique. On voit les sites. Il y a des sites qui peuvent être encore mis en valeur. Il y a des choses. À un moment, on fabrique du patrimoine parce qu'on ne veut pas voir celui-là. C'est-à-dire, j'ai rien contre toutes les statues de nègres marrons qui ont pondu sur les ronds-points de Martinique. On essaie de créer des lieux de mémoire. Mais en fait, on a des lieux d'histoire. Et c'est cela dont il faut s'emparer avant. Parce que le rond-point, c'est très bien, mais le rond-point, c'est un peu symptomatique de notre rapport au patrimoine. C'est un espace où on passe son temps à tourner autour sans jamais y pénétrer. Donc, à un moment, il faut se poser ces questions-là. Pas parce que vous risquez votre vie. Et je pense qu'il n'y a que le fait d'en parler, d'en discuter, qui peut nous permettre d'avancer. Parce qu'on disait, quel est le problème du patrimoine ? Le vrai problème du patrimoine, c'est qu'on ne le pense pas aujourd'hui. Et ce qui nous bloque dans tout, on voit, et en particulier, les principaux acteurs du patrimoine, c'est les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, les communes, les comités d'agglomération, la CTM. Aujourd'hui, on est sur des actions qui sont toujours freinées parce qu'il n'y a pas de consensus et parce que surtout on ne met jamais le débat sur la place publique, et on le voit bien. Les initiatives qui fonctionnent, quels que soient les acteurs, la plupart du temps, c'est des initiatives actuellement les plus dynamiques, c'est les initiatives privées. Et ça va de la savane des esclaves aux Trois-Îlets, à la Fondation Clément ou au nouveau musée de Saint-Pierre. Et on voit tous les freins qu'il y a au niveau institutionnel, parce que justement, à un moment, c'est pas mis d'accord sur ce qu'on voulait construire. On n'a pas de réflexion à nous, de réflexion construite localement sur qu'est-ce qu'on veut garder, comment on veut le mettre en valeur, quel discours on veut lui faire porter par rapport à notre histoire. Et moi, je crois que c'est la chance de 36 heures pour demain de faire ça, et que faire ça, c'est justement pouvoir se donner les moyens de construire l'avenir, ce qui est en nous fait. C'est ça l'objectif. Alors, maintenant qu'on a bien tapé sur le patrimoine, sur ce qui ne va pas, allons peut-être dire ce qui va dans le bon sens, ce qui est fait. Benoît, on a quand même envie de savoir ce que tu fais très concrètement quand tu parles d'archéologie et quand tu dis je me passionne pour des types qui ont foulé ce sol il y a 6000 ans. Concrètement, ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit par de creuser le sol de la Martinique. Moi, à coup de pelleteuse, je creuse chaque couche du sol. Chaque couche du sol est comme la page d'un livre. Alors, ça donne quoi concrètement ? On va dégager les restes de ces occupations anciennes. On va retrouver à la fois tout ce que les gens nous ont laissé. L'archéologie est avant tout une science des poubelles. On fouille des vieilles poubelles. Donc, on va retrouver ce qu'ils ont mangé. On va retrouver les traces de leur habitat. On va retrouver ce qu'ils ont fabriqué, ce qu'ils ont utilisé, leurs outils, leur poterie, les feux qu'ils ont fait pour se nourrir. Est-ce qu'il y a encore de la matière à découvrir ? Parce que j'ai vu qu'en Guadeloupe, on a découvert un cimetière, c'est ça ? Un cimetière de Caraïbes. C'était des Caraïbes ou les Arabes ? Alors, c'est des termes qu'on n'emploie plus du tout. Alors ça, sera un autre débat, parce que c'est des termes qui sont terriblement connotés. Non, il y a des gens qui nous regardent et qui adorent ça. C'est terriblement connoté au point de vue colonial. C'est des termes qu'il ne faut garder que pour le moment de la colonisation, parce que c'est les termes qu'ont utilisés les Européens pour désigner les Amérindiens des Antilles. Jamais aucun Amérindien ne s'est appelé lui-même Caraïbe ou Arawak dans les Antilles. Oui, mais est-ce qu'il y avait quand même... Il y a des variations, et surtout... alors ça a été l'archéologie s'est construite doucement, et donc on a été pendant longtemps, on avait comme unique cadre d'interprétation ces textes-là.
Aujourd'hui, on a des milliers d'années à analyser et on ne peut pas les comprendre. Les sociétés d'il y a 5000 ans, on regarde ce qui a été écrit au XVIIe siècle avec des sociétés qui est déjà largement altérées par le contact avec les Européens. Il ne faut jamais oublier que dans les petites Antilles, quand on a des textes du moment de la colonisation française, ces gens-là sont déjà depuis plus de 150 ans en contact avec les Européens. Ils ont subi le choc épidémiologique, ils ont été réduits en esclavage par les Espagnols, ils ont subi des changements techniques et économiques monstrueux avec l'introduction du métal qu'ils ne connaissaient pas, etc. Le métal, le cheval, voilà. etc. Et les poules, tout un tas de machins. Et donc, aujourd'hui, on n'utilise plus tous ces termes, on a des termes neutres. Des termes qu'on a créés, mais globalement, ces sociétés, il y a énormément de choses encore à apprendre. On connaît. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir? On connaît régulièrement, on trouve de nouveaux sites. Et on connaît aujourd'hui une grosse centaine de villages précolombiens dont les dates s'étalent d'occupation précolombienne pour les dates les plus anciennes en Martinique vers 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment du contact. Et s'il y en a une grosse quinzaine qui ont fait l'objet de fouilles archéologiques un peu sérieuses, ça veut dire qu'on a à peine effleuré ce patrimoine. Et ce Donc patrimoine, il y en a pour une centaine d'années encore. Surtout que ce patrimoine, il ne se comprend que dans un cadre caribéen. Parce que la martinicanité est un concept qui s'applique assez peu aux populations amérindiennes, qui sont des populations éminemment maritimes et qui ont un rapport à l'espace tout à fait différent du nôtre. Aujourd'hui, pour nous, la mer est une frontière. Chaque fois qu'on passe un canal, il nous faut un papier, il nous faut un passeport, on change de pays. Pour eux, la mer, c'est l'autoroute. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le canal de Sainte-Lucie nous sépare de Sainte-Lucie. Les Amérindiens, le canal de Sainte-Lucie, les reliait à Sainte-Lucie. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est dans des logiques complètement différentes. Alors pour les gens qui nous écoutent, 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est quoi? C'est les pyramides? C'est l'Égypte antique? Oui, c'est l'Égypte antique. C'est même pas Grèce, encore. C'est même la Grèce pas encore antique. Rome. Alors c'est l'Égypte antique un peu tardive. On est on est un peu plus de 1000 ans à peu près l'invention des premières écritures dans le bassin méditerranéen. C'est pas encore l'Empire romain qui vient avec 2000 ans. On est sur le début des grandes cités grecques aussi qui vont commencer à émerger à ce moment-là. Donc pas encore vers Vercingétorix, de toute façon. Non, mais l'idée, c'est que ces gens-là développaient une civilisation, alors que dans certaines parties de l'Europe, on en était encore à... Alors, c'est assez comparable à ce que pouvait être à ce moment-là dans certaines parties de l'Europe, mais par exemple en Amérique, au même moment, on a l'émergence des premières grandes cités urbaines. Alors, en Amérique centrale. Les Mayas, mais les Olmecs, ces gens qu'on les caractérise apparaissent à ce moment-là. Le début de l'alphabet en Amérique se fait aussi dans des années, dans ces derniers siècles. Comme quoi, rien n'est figé. Oui, non, mais il n'y a pas de prééminence de civilisation par rapport à d'autres. Ah oui, c'est ça qu'il faut Cette lecture-là, dire par exemple, les gens ne l'ont pas du tout, en fait. Ils ont une lecture, on va dire... hiérarchique. Coloniale, essentiellement. Enfin, je parle de nous, je parle chez nous. Et cette vision, par exemple, de lien historique ou de correspondance historique avec une histoire mondiale de la Martinique n'existe pas. Alors, il y a un joli panneau au musée à Fort-de-France qui peut aider, mais sinon, effectivement, et puis l'Europe a produit une pensée sur l'échelle des civilisations à la fin du XIXe siècle, portée par la deuxième mouvement de colonisation, le développement des pensées racistes. Et il ne faut pas négliger le fait que beaucoup de sociétés dans le monde ont intégré ce modèle-là, consciemment ou inconsciemment, et que ce qui est bien, c'est encore... Moi, j'ai plein de discussions avec mes collègues, des fois à l'université, qui sont historiens, qui travaillent sur l'Antiquité, des choses. Quand je leur dis que moi, je parle de civilisation amérindienne, et ils sont choqués, parce que pour eux, la civilisation, c'est Rome, la Grèce, l'écriture, voilà. Mais il faut voir qu'il y a plein de gens qui ont intégré ça aussi, et c'est-à-dire que ce qui est bien, ce qui fait une civilisation, c'est forcément ce qui a défini une civilisation dans le bassin méditerranéen. Et on va mettre en valeur, je l'ai fait moi-même à l'instant, en vous disant, regardez, en Amérique centrale, ils font de l'écriture. C'est de l'eurocentrisme. C'est ce qu'on a vu, et je vais sortir de l'Amérique. Il y a eu un moment dans l'archéologie africaine où on a tout rattaché au Nil et à l'Égypte, parce que l'Égypte, qui est effectivement une civilisation africaine, correspondait aux critères construits par l'Europe de ce qu'était une civilisation. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que la métallurgie du fer est inventée mondialement en Afrique subsaharienne. Ça n'a pas de rapport avec le Nil.
mais il y a aussi des événements majeurs où le Grand Zimbabwe n'a pas de rapport véritablement avec les civilisations égyptiennes, voilà. Mais on est sur des vrais phénomènes de civilisation africaine, purement africains, certes qui ne correspondent pas forcément aux critères de ce que les Européens à la fin du XIXe siècle ont défini comme les grandes civilisations. Mais c'est des belles civilisations. Moi j'aime bien travailler sur les gens qui ne mettent pas de pierre sur les pierres et où il n'y a pas de chef. C'est ma spécialité, c'est ça. Et je trouve que ce sont de belles sociétés. Benoît, à mon avis, tu vas plaire définitivement à Aimé Charles Nicolas, c'est clair. Alors, allons continuer sur ce qui va bien dans cette histoire. Parce que vous êtes des témoins. Mon camarade David Macaire, est-ce qu'il y a des moments où il dit « Heureusement que nous avons pris conscience de l'importance du patrimoine ». Est-ce qu'il est content? Est-ce que les choses s'améliorent? Alors, on m'a parlé d'un énorme projet de réhabilitation de la cathédrale ou de l'église de Balata. C'est une cathédrale, ce truc. En plus, elle est bâtie sur un modèle... C'est un sanctuaire, c'est pas une cathédrale. Ah, c'est un sanctuaire. Il y a plusieurs choses. La particularité de... Alors, on va parler du patrimoine diocésain, enfin du diocèse, et c'est un patrimoine... on va parler du patrimoine immobilier, parce que c'est le plus gros, c'est le plus facile. C'est ce qui est visible. C'est ce qui est visible. La particularité de ce patrimoine, d'abord, c'est une partie privée, ce que disait Benoît tout à l'heure. Donc, il y a une conscience de ce patrimoine qui est peut-être plus forte parce qu'elle est concentrée, d'une part. Et deuxièmement, c'est un patrimoine qui sert au culte aujourd'hui, dans la grande majorité. Donc, c'est un patrimoine... Donc, ils utilisent des vieilles pierres. Absolument. C'est un patrimoine qui vit et qui est utilisé. Voilà, c'est un patrimoine où il y a une vraie obligation d'entretien, de prise de conscience. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Maintenant, tu as quand même des grandes difficultés parce qu'il y a une partie de ce patrimoine qui a été détruit par le cyclone. La grande difficulté, c'est que avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, il y a une partie du patrimoine qui est à la charge complète du diocèse, et il y a une partie du patrimoine qui devrait être à la charge complète des collectivités. Ouais. D'ailleurs, il y a des collectivités qui ont fait des efforts très importants de réhabilitation des églises. Complètement. Ouais. Complètement. Notamment dans le Nord-Atlantique. Dans le Nord-Atlantique. Enfin, on peut en parler. Basse-Pointe, l'église de Basse-Pointe qui est en pleine réflexion avec... son maire, Marie-Thérèse Gazimirius, qui est fantastique sur le... Qui est à fond avec vous. Ah ouais, complètement. Et le Makuba aussi. Et le Makuba. La jolie petite église du Makuba. On peut en citer beaucoup, hein, là, je veux dire, il y en a beaucoup. Mais la difficulté, c'est qu'on a parfois, si on prend par exemple le cas de Basse-Pointe, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais Basse-Pointe, c'est une église qui a été détruite par un cyclone, et quand même avec une commune qui n'a pas des moyens énormes, qui n'a pas les moyens de Fort-de-France, de Sainte-Marie ou de Trinité, ou du Lamentin. Donc c'est assez compliqué parfois d'entretenir ou bien de réhabiliter ces éléments-là. Et si on parle de Basse-Pointe, c'est quand même une partie patrimoniale qui est absolument fabuleuse, parce qu'à Basse-Pointe, il y a un hôtel, un maître-hôtel qui est classé, enfin, l'église même est classée, mais un maître-hôtel qui est d'une richesse extraordinaire. Et, mais là, ça va mieux. Au Marais aussi. Au Marais aussi. Plein d'histoires d'ailleurs, plein d'anecdotes. Est-ce qu'on peut malgré tout dire qu'il y a eu une prise de conscience politique autour du patrimoine à Martinique? Oui, mais c'est clairement. Et rien à voir avec les années 70-80. C'est restant. Absolument. Il y a une prise. Dans toutes les communes, je crois que aujourd'hui, les maires de chaque commune sont absolument conscients du patrimoine. Ils sont aussi conscients du manque de moyens qu'ils peuvent avoir pour pouvoir l'entretenir, le faire vivre, le réhabiliter et tout. Ça, c'est c'est une chose tout à fait naturelle. Et je pense que le tourisme y a été pour beaucoup, parce que c'est une telle demande de la part des touristes. Mais ça reste compliqué quand même à entretenir, à réhabiliter, à financer. Ce sont des choses qui sont vraiment pas faciles. Benoît, là, sur le plan intellectuel, ce qui va mieux, est-ce que
Bon, le fait d'être archéologue à l'Université des Antilles, c'est déjà plutôt un beau signe. Alors, à une époque... Exactement, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est que je suis un signe de changement du rapport au passé, parce que pendant 20 ans, l'université a fonctionné sans aucun archéologue, et puis depuis 25 ans, je suis là. On a créé un poste, d'abord de maître de conférence, puis maintenant de professeur des universités. On est 3 archéologues maintenant à l'université des Antilles. Excellent. Et vous formez des petits archéologues? On commence. Et puis on est beaucoup d'historiens. Moi, je dirige un laboratoire qui est le laboratoire IHP Géode, qui est un laboratoire qui est spécialisé sur l'histoire, le patrimoine, l'archéologie et la géographie de la Caraïbe. Et moi, quand je suis arrivé à l'université, qui était il y a 25 ans, encore une bien jeune université, ça s'appelait l'UAG. Oui, alors ça, moi, je regrette un peu le G, mais c'est un autre débat. Mais le G a explosé en plein vol. Là, beaucoup des enseignants étaient des gens qui venaient de métropole et qui n'étaient pas du tout des spécialistes du contexte antillais, qui étaient là... qui travaillaient très bien, ça ne mettait aucunement en valeur, c'est aucunement remettre en cause leur qualité d'enseignant et de chercheur. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des enseignants-chercheurs qui sont à l'Université des Antilles dans le domaine de l'histoire, du patrimoine et de l'archéologie sont des spécialistes de notre espace. Et on a vu comment on a produit en termes de recherche depuis une vingtaine d'années des travaux d'une qualité incroyable et des données. On parlait de la base de données mise en ligne, c'est un des travaux, on n'a pas été les seuls, mais les collègues de l'université ont participé. Et on parlait des travaux du colloque de Charles Aimé. Il y a eu aussi de mes collègues du laboratoire qui ont participé. Voilà, notre connaissance sur l'histoire, celle des spécialistes en tout cas. Après, on peut toujours discuter de sa diffusion. Ça va dans le bon sens. Va dans le bon sens. Je crois qu'il y a une autre chose qui est très forte en Martinique. On peut toujours regarder ailleurs, et des fois, ça dépend avec qui on se compare. Je crois que nous sommes véritablement une place forte du patrimoine dans la Caraïbe. Alors, à l'image de quelques pays des Grandes Antilles, parce que nous avons une histoire, nous avons un patrimoine, et surtout, nous avons des gens formés. Alors, le problème, c'est qu'ils sont peut-être un peu dispersés dans tout un tas d'institutions et qu'on n'arrive pas à constituer une masse critique qui donnerait le ballon nécessaire pour aller plus loin et pour se projeter sur la Caraïbe. Nos voisins viennent nous voir, à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Saint-Vincent, pour qu'on les aide avec leur patrimoine, que ce soit du patrimoine bâti, historique. Qui est assez proche de la nôtre. Absolument. Voilà, mais nous, on a à la fois les services du ministère de la Culture, dont il faut reconnaître les compétences, ces agents. On bénéficie, alors pour le patrimoine religieux, c'est important, du système des monuments historiques qui finance. C'est des compétences, c'est de l'argent. Il faut les services du patrimoine dans les collectivités. Sont extrêmement importants en termes de gens, de moyens. On peut discuter de leur capacité d'action et des projets, mais en tout cas, il y a des gens avec des compétences, il y a des moyens. Les collectivités territoriales, type communauté d'agglomération, s'y mettent aussi. Cap-Nord a recruté un archéologue. C'est le premier archéologue des collectivités territoriales. J'en suis très fier, parce que c'est un de mes anciens étudiants d'ici. J'ai vu qu'il y a un projet sur Vivet. Oui, il est là pour ça, pour assurer la direction scientifique de la mise en place de ce parc autour de Vivet, mais il fait des recherches aussi à côté. Et c'est un ancien étudiant de l'Université des Antilles qui a travaillé 10 ans en France parce qu'il n'y avait pas de travail à l'époque pour lui, et qui est revenu maintenant retravailler au pays. Et il y a un vrai investissement. Aujourd'hui, à l'université, il y a des compétences, on forme des gens, que ça soit dans la médiation du patrimoine, des guides conférenciers. On a entre guillemets un souci à ce niveau-là. Voilà la qualité qu'on peut offrir des fois aux touristes qui viennent nous voir en termes de médiation du patrimoine. On peut faire mieux. Voilà. Donc on essaie de faire des choses de ce type-là. Donc il faut travailler à toutes les échelles pour aller, mais on a tout ça. Le problème, sans doute, du moins peut-être pas le problème, la solution, ce serait sans doute de réfléchir à un espace de mutualisation, de mise en œuvre. On pourra en reparler pendant les 36 heures. Ça fait longtemps que j'ai une idée là-dessus. Je pense qu'il nous faudra un institut du patrimoine antillais et qui nous permet de nous projeter sur la Caraïbe. Et pour mutualiser, il n'y a pas besoin de créer plus de moyens. Il y a juste mettre en commun ce qu'on a déjà, les mettre en synergie, et ça nous permet de travailler mieux pour nous, et ça nous permet de travailler aussi pour nos voisins. Et c'est parce qu'on va offrir ce service supérieur qu'on aura plus de moyens aussi. Très bien. De toute façon, on est très jeunes. On est bien d'accord. Il y a 25 ans, c'est pas 2000 ans. Il n'y a qu'à nous regarder. C'est clair. Vous êtes le reflet de cette jeunesse. Aimé, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Effectivement, ça vient d'être dit par Benoît. Ce qui est assez frappant, c'est les compétences
les compétences qu'il y a à la Martinique et qui sont dispersées et qui sont Ou inconnues. Inconnues, oui, Ouais. qui ne sont pas mises en valeur. Il y a des personnes là qui sont des puits de culture, des puits d'histoire, qui connaissent bien et qui connaissent en particulier leur quartier. Ouais. Et qui pourraient écrire un ouvrage sur le quartier, parce qu'il y a des ouvrages internationaux sur un quartier, sur un petit quartier, Tout à fait. parce que ça parle au monde entier. Et là, avec la montagne pelée, avec l'Aïol, avec la biosphère, nous sommes là en train de monter. C'est pour ça que je crois que nous sommes dans un moment particulier donc, de l'histoire de la Martinique, où nous allons accéder à une reconnaissance internationale, Une visibilité mondiale. une visibilité mondiale grâce... Pour 1000 km². Mais oui, c'est déjà bien, parce que je crois que si on n'a pas eu, en effet, suffisamment d'espace, si on n'a pas eu des superficies considérables comme dans le Colorado, eh bien, on a au moins là une concentration d'intelligence. Talent. On a une concentration d'intelligence qui, donc, compense, en effet, cette absence d'immensité. Et puis, il faut dire que les 36 heures arrivent pour renforcer, À point nommé. pour renforcer cette visibilité internationale. Ouais. Et c'est ce que Benoît laisse entendre. Et, Mais de toute façon, tu avais déjà fait le coup avec ton congrès sur l'esclavage. Ah oui, tu avais montré ah très oui, clairement ah oui. que Ah bah oui. sur un petit territoire, il y avait la possibilité, à la fois sur le plan local, mais également sur le plan régional, voire international, de concentrer une intelligence mondiale. Mais bien sûr, puisque les Américains ont sauté sur ce colloque sur l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations, et ils ont traduit le livre. Oui, j'ai vu ça. Bon, ils ont traduit le livre, et les Portugais et les Brésiliens, d'ailleurs, sont en train de le faire, et il y a aussi une version hispanophone qui est sur le point d'être éditée. Alors, attends, je veux dire... Si on est capable de faire ça, on peut faire autre chose. Mais c'est déjà là un point qu'il faut que les Martiniquais connaissent, parce que il persiste un certain autodénigrement de la Martinique et des Martiniquais. Est-ce que c'est pas propre à l'insularité? Est-ce que c'est pas propre Même si à c'est notre propre, éloignement mais c'est pas une raison. Ouais. C'est pas enfin, je veux dire, c'est pas justifié. Mais est-ce que C'est pas justifié. ce réflexe-là est rédhibitoire? Est-ce que ça constitue un obstacle si important qu'il faille à la fois l'identifier de manière permanente, Oui. le singulariser? Oui, absolument, Ouais. parce que il y a un plafond de verre là. Bon, alors évidemment, je veux dire, ça ne se voit pas pour certains d'entre nous, et puis pour d'autres dont justement je parlais à l'instant et à qui je voudrais donner, nous avons donné la parole dans ces ateliers de l'UNESCO et du hackathon, et aussi dans ces échanges avec les émissions interactives de RCI qu'on aura certainement à dédoubler sur Martinique la Première. Donc moi je pense qu'effectivement les gens ont besoin de retrouver un minimum de fierté. Ils ont besoin, parce que là, ça c'est un obstacle d'irriement. Terrible. Oui, c'est un obstacle. Oui. Non. Vous avez vu la colère? Est-ce que vous avez vu la colère monter? J'ai eu ça à plusieurs reprises dans les émissions qu'on a faites ensemble. Mais c'est quand même une bonne nouvelle finalement. 36 heures pour demain. Non mais bon, ça, je veux dire, c'est évidemment une opération titanesque, grandiose, formidable. Enfin, tout le monde est emballé parce que Il y a juste que les responsables politiques, je les sens un peu circonspects quand même. non, pas du tout. À mon avis, tu les as devancés. C'est-à-dire Tu que leur as ôté le pain de la bouche, j'ai l'impression là, non? non, nous mettons à leur disposition un certain... Non,
Non, je suis J'aime bien le politiquement correct, tu sais. pas du tout. Non, mais c'est pas Non, que mais ça, c'est opérationnel aussi. On n'a pas les mêmes contraintes que le politique. C'est clair. Nous, on n'a pas besoin d'être réélus demain. Oui, vous n'êtes pas en CDD. Vous êtes pas en CDD. Et donc, on est libre d'un certain nombre de choses. Ouais. Et peut-être que si c'est mis en place par le politique, ils vont être contraints, eux, à leur corps défendant, hein, Ouais. pour D'être Mais Benoît, d'être limité. attends, nous investissons le temps long. Ouais. D'une part, on a mis beaucoup de temps à mettre en place, on a beaucoup travaillé depuis février 2020, on a beaucoup travaillé, et on fait les choses donc petit à petit comme un travail de fourmi. Ouais. Et puis, c'est un travail qui va se poursuivre après les 24, 25 et 26 Alors, je septembre. vous arrête tout de suite, professeur. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il va encore nous sortir un truc nouveau. Oui. Je dis ça pour les gens complètement fatigués que tu as dans ton équipe et qui sont totalement épuisés. Non, il faut pas qu'ils croient qu'ils vont s'en sortir comme ça. Ah non, non, C'est bien ce que je pensais. non. C'est bien ce que Il y je a encore pensais. du boulot. Alors, Et encore- cette émission s'achève. Déjà Ah ben oui. J'aime bien. Chaque fois, c'est exactement le même réflexe que Attends. j'ai. Alors, tu as quelques minutes pour nous dire des choses sur le processus final, mais je vais quand même rappeler un certain nombre de fondamentaux, ce que je fais à chaque émission, et c'est comme ça que vous avez des contacts. Donc, je rappelle les dates. 24, 25, 26 septembre 2021. D'accord ? Ça, c'est pour le point d'orgue, l'achèvement avant le retour, le retour du nouveau projet. C'est la vague, et puis après, il y aura à nouveau le sommet. Il y a un plateau. Il y a un plateau, et Ah puis oui. ça repart. C'est comme quand on fait l'ascension des pitons du Carbet. On arrive à un moment... Le téléphone 06 96 89 58 57. Le contact avec l'adresse mail martinique36h, tout collé, @gmail.com, ça c'est pour les gens qui sont branchés. Et puis le site internet martinique36h.com. Donc là, vous avez tout. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez appeler, vous pouvez participer aux ateliers. Alors, décris-nous la fin, l'aboutissement. Alors l'aboutissement commence par, en effet, une solennelle ouverture le 24. Ouais. Le 24 je ne vais pas vous donner les détails parce que il faut que vous ayez la surprise, mais vous avez intérêt parce qu'il n'y aura que 1000 places. Ouais, déjà, tu nous frustres. Là. Ah ben oui, il n'y aura Faut que changer, 1000 places. non, mais après tout le boulot qu'on a fait, il Non, faut changer de dimension. Il faut passer au stade. Passe au stade. Donc, un concert Ouais, avec Jocelyne Béroir et des invités. des invités. Et, Ça se passe à ça se l'Atrium. passe à l'Atrium. D'accord. Le lendemain, nous allons à l'hôtel Batelière Ouais. dès 8h30 parce qu'il faut tenir compte aussi des décalages horaires et il faut que la diaspora, qui est très présente dans ce travail, Ouais. puisse aussi travailler jusqu'à une heure raisonnable. Comme il y a 6 heures de décalage, enfin là Parfois, il y en a 12, hein. septembre, oui, Parce que vous avez des gens en Australie, vous avez Oui. des gens à Hong Kong. à Hong Kong, oui, au Japon. Au Japon. Donc, là, ouais. Oui, alors là, c'est... Eux, ils vont non pas se coucher, mais se réveiller. Non, mais il y a aussi des gens, moi ça m'a beaucoup plu, des gens qui travaillent jusqu'à 2-3 heures du matin Ouais. dans ces ateliers. Alors là, La je diaspora. veux dire, c'est vraiment une opération d'espoir. Ça donne de l'espoir. Moi, ça me dynamise, je veux dire. C'est en principe pour dynamiser les autres, mais c'est surtout pour me dynamiser. Parce que c'est de l'autodynamisation. Voilà, c'est de l'autodynamisation. Et donc, il va y avoir trois étages de projets. Le premier étage, c'est celui de l'UNESCO, qui nous apprend à créer la créativité, etc. Et qui, j'ai déjà insisté sur l'importance de se départir de la manière de réfléchir qu'on avait avant pour pouvoir ouvrir son imagination et innover totalement. Tout à fait. Bon, ça, c'est le travail gratuit. Hein, je rappelle qu'on a la chance quand même de l'UNESCO. Dans un deuxième temps, il y a le travail de Sylvie Mélien qui est plus proche de la construction de projets. Ouais, tout à fait. Bon.
Et la troisième étape, en fait, rejoint la première, puisque il s'agit de projets déjà imaginés, déjà à moitié construits, des projets qui ont été refusés ou retoqués, enfin bon bref, et qui vont bénéficier d'un réexamen. On va les aider, on va utiliser d'autres outils qu'ils n'avaient pas, avec des spécialistes d'ingénierie financière qui vont donner les clés pour obtenir les financements. Et donc, après, il y aura une restitution donc, de tous ces travaux étagés. On ne va pas tout, évidemment. Et pendant ce temps-là, il y a le forum largement participatif. Oui. Alors, ce forum largement participatif, j'en suis très content d'ailleurs, parce qu'il permet à 150 personnes, pas davantage, pas une de plus, 150, qui ont été en retard, ne se sont pas inscrits à temps, sont trop timides pour travailler dans les ateliers, ou n'auront pas le temps de travailler pendant 36 heures, samedi, dimanche, eh bien, ces gens-là qui vont être dans les forums largement participatifs pourront exprimer leurs idées, leurs projets, et donc on va quand même avoir des thématiques. On ne va pas parler comme ça à n'importe quand. Il y aura des thématiques, il y aura donc des groupes qui vont se créer au sein de ce forum largement participatif, et puis il y aura une restitution, bien sûr. Et chacun de ces groupes, de ces ateliers, va bénéficier d'experts. Comme ces messieurs ? Comme ces messieurs. Comme tous ceux qu'on a reçus dans ces émissions. Oui, des experts qui vont donner des réponses à des questions concernant justement les chiffres, les faits, la réalité scientifique. Et puis il y aura aussi des facilitateurs qui sont formés déjà d'ailleurs, des facilitateurs d'ateliers pour que ceux qui connaissent ne gardent pas la parole, ne monopolisent pas comme ça. Oui, donc les facilitateurs sont des gens qui sont tout à fait empathiques, ouverts, bienveillants, et qui vont permettre à chacun de prendre la parole. Donc ça suppose beaucoup de travail. La formation des facilitateurs, la formation l'information plutôt des experts, et aussi il y a des personnes qui sont au-dessus de tous ces spécialistes et qui vont être dans le jury. Donc un certain nombre de personnalités, disons, neutres, informées, vont pouvoir examiner les projets, mais pas tout de suite. Ces personnes-là vont assister, bien entendu, à ce madiaton-là, les 36 heures, et pourront, parce qu'on va remettre les projets assez tard, dans l'après-midi du dimanche. Il faudra déposer, il y aura une heure, mon Dieu, il y aura une heure... Fatidique, oui, et qui va donc interrompre. Et donc, à 1 minute près. Donc, il faudra déposer le projet, et les projets seront examinés dans un deuxième temps par ces personnes-là, par ce jury. Et puis, dans le même temps, il ne faut pas que j'oublie non plus les très jeunes qui vont participer à une sorte c'est pas un concours, mais enfin qui vont donner leurs idées traduites dans des poèmes, dans des peintures, dans des textes, dans des scénettes éventuellement. Et donc, ces jeunes-là vont participer à une sorte de concours, mais le concours, c'est un concours qui n'est pas sévère, c'est un concours qui permet de s'exprimer, de dire comment on voit la Martinique de 2036 quand on a 15 ans. D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a eu des ateliers avec ces jeunes gens-là, de 15 ans, 16 ans, où ils ont montré une inventivité extraordinaire,
Et Léa, que vous avez vue tout à l'heure, la spécialiste de l'UNESCO qui est présente en Martinique, a été époustouflée de voir l'engagement, de voir comment ils ont créé comme ça des espèces de pièces de théâtre, comment ils ont dansé le Bélec, des jeunes gens de 15-16 ans, des différents lycées de la Martinique. Ils étaient 37. Donc, je veux dire, là... Donc, il y a un foisonnement de créativité. Et puis, il y a là un fond d'espoir, une base d'espoir, là. Et on est bien d'accord, que l'ensemble de tout ça est géré par un petit groupe de bénévoles. Oui. Parce que les gens nous ont posé la question, c'est qui les gens qui bossent sur ça? Un petit groupe de bénévoles qui est prêt, semble-t-il, pour recommencer. Est-ce que tu peux Non, mais tu vas nous dire, il n'y aura pas un seul 36 heures pour demain. Non, c'est censé... Vrai. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ouais. Très mauvaise nouvelle. Je dis ça à nos experts. Donc les mecs commencez à vous concentrer sur... Mais oui, parce qu'il faut faire le point. Il faut que la population est concernée. La population s'est engagée, elle a posé des questions, elle a répondu, elle est venue au forum largement participatif. Il faut quand même qu'elle sache ce qu'est devenu. Parce que justement... Il faut lui rendre des comptes. Il faut lui rendre des comptes. Ouais, voilà. Très bien, cette émission s'achève. Mais non. Ah non, petite lumière verte, 1h30 plus. Messieurs, merci. Merci. Benoît, merci. Michel, merci. Merci. Aimé, merci beaucoup. Je voudrais vous dire que nous allons continuer ces émissions. Vous aurez l'occasion de nous revoir, en particulier sur des thématiques sur le transport. Pas fait le transport, donc ça va venir. Entre autres. Et puis, je vous donne rendez-vous le 2e jeudi et le 4e jeudi de chaque mois. Donc là, on va rentrer dans une période de vacances, on va dire ça comme ça. Donc, gardez quand même la fidélité et puis surtout, utilisez les moyens de communication que les contacts que je vous ai donnés pour interroger chacun des experts. Vous regardez les émissions sur YouTube, vous pouvez également les visionner en replay sur Facebook de Zouk TV et je vous dis à très bientôt, messieurs, merci beaucoup. Et est-ce que je peux moi aussi remercier Benoît et Michel, bien sûr, parce que j'ai beaucoup appris, je les ai écoutés avec passion. Attends, c'est pas fini, à mon avis ils ont autre chose à te raconter, mais dans une autre émission. Non mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce qui a été dit aujourd'hui et j'ai beaucoup appris, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à très bientôt.